Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ce dernier rendez-vous de l'information. Voici les titres qui ont fait l'actualité ce mardi 20 janvier 2026. L'État de Côte d'Ivoire passe à l'offensive pour sauver la campagne cacao. Le président Alassane Ouattara valide un plan d'urgence. 123 000 tonnes de surplus seront rachetées au prix garanti de 2800 francs le kilo. Le ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, annonce le début imminent des enlèvements. Borchamp. Le cajou à l'honneur à Abidjan, la 6e édition des Journées nationales de l'exportateur s'est ouverte ce matin. 3000 acteurs internationaux réfléchissent à un modèle plus compétitif pour concilier transformation locale et meilleurs revenus pour nos producteurs. Et puis nous parlerons de ce piège qui guette les consommateurs, les dérives du e-commerce entre produits non conformes et arnaques pures et simples. Le business en ligne fait de plus en plus de déçus. Comment sécuriser vos achats? Enquête dans ce journal. À nouveau, bonsoir. Coup de théâtre dans la filière cacao. Le gouvernement passe à l'offensive face à la surproduction. Le président Alassane Ouattara a validé ce mardi un plan d'urgence pour désengorger le marché. 123 000 tonnes de fèves issues des flux transfrontaliers seront absorbées par l'État. Le ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, l'a confirmé. Un prix garanti de 2800 francs CFA le kilo est mis en place. Les opérations d'enlèvement des stocks Borchamp débutent dans les jours à venir. Lansine Bakayoko a recueilli les détails de cette opération sauvetage. Selon le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, la campagne de commercialisation cacaoyère en cours se déroule dans un contexte de forte mobilisation de volume et de pics d'acheminement vers les circuits habituels de collecte, de stockage, de transformation et d'exportation. Cette dynamique, combinée à certaines contraintes logistiques et portuaires, provoque par endroits des ralentissements temporaires dans l'enlèvement et la commercialisation. À cela s'ajoute une forte pression liés aux flux transfrontaliers en provenance de pays limitrophes où les prix Borchamp pratiqués sont inférieurs à celui pratiqués en Côte d'Ivoire. Face à cette situation, le gouvernement a agi avec responsabilité en renforçant son dispositif de surveillance aux frontières et a mis en place un plan d'enlèvement des surplus. Ce plan a été validé en liaison avec le Conseil du café cacao, qui travaillera de concert avec l'Organisation interprofessionnelle agricole café cacao. Il entre désormais dans sa phase opérationnelle. Les enlèvements vont donc démarrer dans les jours à venir. Il ne s'agit pas d'une action ponctuelle. Ce mécanisme mis en place se poursuivra tout au long de la campagne principale afin de décongestionner le Borchamp, restaurer la fluidité des achats et permettre à la campagne de se dérouler convenablement. En termes de stratégie, l'État va s'appuyer en priorité sur des opérateurs nationaux crédibles, solides et structurés qui conduiront les opérations d'achat et d'enlèvement en collaboration avec leurs partenaires traditionnels, notamment les broyeurs, les multinationales et les exportateurs internationaux. Plusieurs mesures ont été prises pour l'enlèvement des 123 000 tonnes de surplus résiduels concernés. 1. Faire l'inventaire de tous les stocks de cacao invendus disponibles dans les zones de production. 2. Procéder à la mise en place d'un dispositif d'achat de ce stock au prix de 2800 francs par kilogramme garanti par le Conseil du café cacao en collaboration avec l'OIA Café Cacao et les autorités administratives. 3. Mettre en place une organisation de séances d'information et de sensibilisation de l'ensemble des acteurs sur le dispositif qui sera mis en place pour faciliter l'enlèvement des produits. Ces dispositions permettront d'agir rapidement en zone de production, de rétablir la liquidité, de sécuriser l'évacuation vers les usines et les ports, tout en renforçant le rôle des acteurs nationaux dans la chaîne des valeurs. Ces opérations d'achat devraient coûter environ 280 milliards de francs CFA. Le gouvernement, avec le Conseil Café Cacao,
en liaison avec l'OIA Café Cacao, devrait également assurer l'encadrement, la traçabilité, la coordination logistique et le respect des règles de commercialisation dans un objectif clair, protéger le revenu des producteurs et préserver la stabilité sociale. On parle aussi d'Anacarde avec l'ouverture ce mardi de la 6e édition des Journées nationales de l'exportateur de cajou. Durant 2 jours à Abidjan, 3000 acteurs venus d'Afrique et d'Asie planchent sur un défi majeur, comment mieux rémunérer le producteur tout en boostant la transformation locale. Un rendez-vous stratégique placé sous l'égide du Conseil Coton Anacarde. L'enjeu de ces réflexions avec notre journaliste Léon Brou. La Côte d'Ivoire, premier producteur et exportateur mondial avec plus d'1 500 000 tonnes de noix brutes et 3e transformateur mondial de cajou en 2025, grâce aux réformes impulsées par le gouvernement, reste à garantir durablement aux producteurs de meilleurs revenus. Un défi que veut relever cette 6e édition des GINEXI, les Journées nationales des exportateurs de cajou. Il y a aussi le défi de la qualité. Et en interne, nous sommes en train de travailler de façon intense, naturellement en renforçant les dispositions en termes d'action, de concert avec le Conseil Coton Anacarde de qualité, pour qu'on arrive à optimiser au niveau de la qualité pour que le producteur, comme on le dit, soit vraiment bien rémunéré. L'avenir de la filière, c'est la transformation. Au sein de notre corporation, nous avons déjà implémenté cette politique de permettre à nos membres exportateurs de noix brutes d'aller à la transformation. Et donc pour nous ici, c'est le cadre de trouver des financements et des orientations pour réussir cette activité. Autre défi, faire de la transformation le 2e levier de la valorisation des chaînes de valeur de la filière Anacarde après l'exportation du cajou. Le Conseil Coton Anacarde et Carité soutient les GINEXI au regard du potentiel que représente cette transformation locale, 43% de la production nationale en 2025. En termes de valeur ajoutée, pour 2024, on était pratiquement à 300 milliards à peu près. Mais là, avec le boom qui a été fait, c'est pratiquement 650 milliards au titre même de l'ensemble de la filière Anacarde. Si vous avez 57% à l'exportation, vous devez mettre en place un bon circuit d'exportation. Lorsqu'ils nous appellent pour venir à des séances pareilles, pour nous, c'est le lieu aussi d'échanger avec eux, de comprendre un peu leurs problématiques, voir qu'est-ce qu'on peut faciliter pour qu'il y ait un meilleur revenu pour nos parents producteurs. Quelle politique d'exportation pour un meilleur revenu aux producteurs et une transformation plus compétitive en Côte d'Ivoire? Thème des GINEXI, ces 2 jours de concertation et de rencontres d'affaires entre acheteurs, exportateurs et transformateurs ivoiriens de cajou et leurs partenaires d'Afrique et d'Asie, dont le Vietnam. Le renforcement de l'axe Abidjan-Le Caire dans l'agroalimentaire industriel égyptien et ivoirien se sont réunis à Abidjan pour une journée de rencontre B2B. L'objectif, sceller des partenariats stratégiques pour booster les échanges commerciaux avec un défi commun en toile de fond, la sécurité alimentaire. Les enjeux de ce rapprochement avec Michel Mambo. L'axe Abidjan-Caire se renforce. Dans cette dynamique, une forte délégation d'opérateurs économiques exerçant dans le secteur de l'agroalimentaire et de l'emballage venus d'Égypte à la rencontre des opérateurs économiques ivoiriens. Une rencontre B2B avec à la clé opportunités et partenariats. L'Égypte est un pays très fort dans le continent et également la Côte d'Ivoire, c'est un pays fort économique. Donc nos relations politiques sont des relations exceptionnelles, ce sont des relations très fortes, mais il faut aussi renforcer les relations économiques entre les 2 pays. Pour nous, les rencontres B2B, pour nous, permettent aux entreprises ivoiriennes ici déjà de lutter contre la cherté de la vie. Parce que si l'Égypte aujourd'hui importe les produits que nous consommons à bon prix, c'est sûr que vraiment notre marché aussi, ça va se sentir dans les assiettes de nos parents. Donc en même temps aussi, nous avons interpellé tous les opérateurs économiques ivoiriens de vraiment immigrer vers l'Égypte parce qu'il y a du fort potentiel d'affaires que nous pouvons tisser avec l'Égypte. Importateurs, exportateurs, investisseurs au rendez-vous et déjà de bonnes nouvelles se profilent à l'horizon. Ce salon organisé par le ministère du Commerce égyptien nous intéresse dans ce sens qu'eux, ils sont spécialisés dans la transformation alimentaire et nous agissons en amont. Et nos partenaires égyptiens, ils vont transformer, ils vont perfectionner cela pour le bonheur de nous les consommateurs.
Je suis venue pour qu'au moins je puisse avoir des partenaires pour pouvoir faire l'achat d'une noix de cajou. Je me suis entretenue avec la dame égyptienne. Elle me dit qu'elle va me mettre en contact avec des gens d'Égypte pour qu'au moins je puisse faire mes activités. Et nous avons déjà un distributeur en Côte d'Ivoire, mais nous voulons avoir d'autres distributeurs parce que nous savons que la Côte d'Ivoire est la porte d'entrée économique de toute l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pour cela que nous sommes là et nous sommes très contents. Cette journée dédiée à la coopération Sud-Sud est à l'initiative du Conseil égyptien pour l'exportation des produits alimentaires et le bureau commercial égyptien en partenariat avec l'ambassade d'Égypte en Côte d'Ivoire. C'est la face sombre de la révolution numérique, les dérives du e-commerce. Si l'achat en ligne promet gain de temps et économie, les plaintes, elles, se multiplient. Produits non conformes, contrefaçons ou arnaques pures et simples, de nombreux consommateurs déchantent. Une insécurité croissante qui menace aujourd'hui la crédibilité de tout un secteur. Comment ne pas tomber dans le piège? Enquête et témoignage avec Leonelio Meli et Alexis Ouedraogo. En février 2025, Emmanuela commande cette perruque sur une page internet cumulant les 2 millions d'abonnés. Malheureusement, la jeune fille ne verra jamais cet article. Normalement, la perruque devait venir le samedi qui suivait. Toute la journée, maman ne reçoit pas d'appel, c'était bizarre. Donc, elle lui laisse un message aux environs de 18h pour lui demander concernant sa commande. Et le monsieur ne répond pas. Plusieurs fois, elle use de techniques de ruse pour essayer de mettre le grappin sur le présumé arnaqueur. Mais ces tentatives restent vaines. J'ai eu l'idée d'envoyer de l'argent sur son compte Mobile Money. Et je me suis rendu compte que le nom qui s'affichait, ce n'était pas le nom d'une femme, mais le nom d'un homme. Et c'est là qu'on a vu que c'était de l'arnaque. Donc, après, j'ai essayé de voir sur TikTok. Et je me suis rendu compte qu'il a arnaqué plusieurs personnes. Espérant trouver ce qui lui est dû, Emmanuela va pour la énième fois essayer de contacter son voleur. L'appel n'aboutira pas. Au bout de quelques minutes d'attente, il réagit, mais la conversation ne sera que de courte durée. Allô? Oui, bonsoir madame. C'est madame ou monsieur? Oui, c'est madame. C'est moi qui vous ai écrit tout à l'heure pour passer une commande là. Oui. Mais est-ce que c'est possible que le livreur vienne vers moi? Une fois qu'il est là, je vais vous payer. Je suis vraiment intéressée. Ah, mais pourquoi je t'ai dit de t'envoyer mes messages? Il décroche plus. Tout comme Emmanuela, des milliers de personnes se font arnaquer sur les réseaux sociaux. Attirées par un article, elles passent leur commande, donnent une avance pour un colis qui n'arrivera jamais à destination. Pour manifester leur désarroi, ces victimes inondent la toile avec des vidéos postées sur Internet, dénonçant ces nouvelles méthodes de vol du business en ligne. Livraison invisible ou encore colis qui arrivent sous une autre forme, des réalités auxquelles sont confrontés les adeptes de l'achat en ligne. Ici à Cocody, nous rencontrons Yacouba. C'est une victime qui garde de bien mauvais souvenirs. Pour l'une des premières fois, j'ai été sur un site, j'ai fait une commande, j'ai payé et une fois à la maison, je me suis senti un peu mal à l'aise parce que ce n'était pas un jogging comme je voulais, mais c'était plus un collant, genre ce que les femmes portent. Pour Yacouba, il est aujourd'hui impossible de se référer à un site de vente en ligne pour un quelconque achat. Ça nous fait gagner en temps, ça nous fait gagner en dépenses, mais ce qu'on constate, c'est que beaucoup se font arnaquer. Et là, c'est un problème qu'il faut vraiment régler. Même si acheter sur Internet reste un doute pour certains, d'autres ne rechignent pas quand il s'agit de le faire. C'est le cas de ce petit commerçant dans la commune du Plateau. C'est pas un problème pour moi de vendre en ligne. C'est plutôt une opportunité. La vente en ligne a permis des gens qui sont passés de zéro à aujourd'hui à entrepreneurs. En moins d'1 an, j'ai commencé vraiment à augmenter mes revenus. Effectuer ses achats en ligne, Yann le définit comme une manière de mieux gérer son temps et son énergie. Aller moi-même acheter, ça va me coûter plus d'argent, mais si je me fais livrer, ça me coûte moins d'argent. Donc, je pense que le choix, il est fait. L'avènement du e-commerce a permis la création d'emplois, notamment celui des livreurs. Face aux arnaques et plaintes sur Internet, ces derniers voient leur métier mis en danger.
À Koumassi, Roméo, livreur depuis 3 ans, est sur le terrain, prêt à livrer. Allô? Oui. Ok monsieur, c'est le livreur, je suis là. Une fois sur place, après vérification de sa commande, le client constate que les articles sont incomplets. Normalement, ça doit être bon, apparemment, c'est ce qu'elle m'a remis. Elle a fait des colis quand j'étais bien arrivé. Elle m'a remis pour venir vous donner. En vrai dit, c'est pas facile. Parce qu'ils vont prendre le colis, eux ils ne savent pas ce qui est dedans, ils viennent nous donner. Prendre eux les pas. Mais si c'est comme ça, eux-mêmes ça les arrange pas, l'entreprise aussi ça les arrange pas. Nous aussi on ne peut pas prendre parce que ce qu'on a demandé, c'est pas ce qu'on a reçu. Pour le livreur, ces problèmes sont récurrents dans l'exercice de ses fonctions. Des moments d'incompréhension parfois non négociables. Vous venez de constater vous-même, on est confronté à plusieurs problèmes. Ils n'ouvrent pas les colis pour voir le détail parce qu'on ne sait pas comment ils se sont entendus en ligne. Du coup, nous, on ne fait que prendre le colis et puis aller directement vers le client pour la livraison. Si le destinataire n'est pas satisfait de sa commande, le livreur risque d'en payer les frais. Pour ce colis-là comme ça, qui est quitté à la livraison Palmeraie jusqu'à Koumassi, Camp Commando. Si le client refuse de prendre le colis, je fais comment? Mon carburant, mon péage pour être à l'heure, tout ça, ça m'approche à qui la pète? C'est moi qui paie. Les revers du business en ligne sont de plus en plus légion. Et pour éviter que les populations soient victimes de ces arnaques sur Internet, des consignes sont données par les experts. Lorsque je suis face à un achat, ou je suis face à un contexte de pression, une pression trop grande ou trop intense, c'est à moi de pouvoir poser la balle. Parce que de toutes les façons, c'est moi qui suis l'acheteur. Il faut vérifier les sources. Est-ce que ce magasin en question, est-ce qu'il existe véritablement? Et qui est-ce qui le tient? Attention, là encore, il existe des personnes véreuses qui vont même créer de faux commentaires. Il faut pouvoir remonter un peu plus haut en contactant aussi des instances spécialisées. Éviter les longues distances ou faire des économies sont les aspirations des populations en se référant aux achats et aux ventes en ligne. Ces habitudes censées faciliter leur quotidien sont aujourd'hui perturbées par des personnes de mauvaise foi. En ligne, il faut donc que la vigilance et la prudence restent maîtres. Un sujet à revoir sur RTI1. Régler les conflits sans passer par les tribunaux, c'est tout l'enjeu de la Journée internationale de la médiation professionnelle célébrée ce 20 janvier. Pourtant, le rôle de ces facilitateurs essentiels au sein des entreprises reste méconnu du grand public. Qu'en pensent les habitants de la ville de Bouaké? Connaissent-ils vraiment ce métier? Réponse en reportage de Gladys Conan et Soro Corona. La Journée internationale de la médiation professionnelle est célébrée chaque 20 janvier. Une journée commémorative qui met en relief l'importance de la médiation dans les résolutions des conflits. C'est qui donc le médiateur professionnel? À Bouaké, les habitants se prononcent sur cette profession. Je dirais que le médiateur professionnel est une personne qui aide deux parties en conflit à trouver des solutions amiables. Médiateur professionnel, j'ai jamais entendu parler, mais j'ai déjà entendu parler de ce que c'est qu'un médiateur. Je ne savais pas que la médiateur professionnelle était un métier. C'est une personne qui aide les gens qui sont en conflit. Le président de la délégation ivoirienne de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, Yannick Kouassi, nous éclaire sur le rôle du médiateur professionnel. La médiation, c'est un processus par lequel des personnes en conflit vont saisir une troisième personne, qui est le médiateur justement dont on parle, et le médiateur va les amener à trouver une solution à leur conflit. Vous avez une affaire, vous pouvez aller devant les tribunaux, comme vous pouvez choisir de régler votre affaire autrement. Yannick Kouassi explique les mécanismes mis en place pour garantir l'intégrité et la sincérité des médiateurs dans l'exercice de leurs fonctions. Le médiateur doit être indépendant. Le médiateur ne doit pas être soumis à l'une ou l'autre des parties. Il faut que le médiateur soit impartial. L'impartialité ici, ça veut dire que le médiateur ne doit être ni proche de l'un, ni proche de l'autre. Et enfin, le médiateur doit être neutre. La neutralité chez nous ici signifie que la solution qui va être trouvée par les parties est une solution décidée par les parties elles-mêmes. Ces professionnels de la médiation ont aussi des limites dans le règlement des conflits. La limite la plus importante, c'est la limite légale. Voilà, la loi vous dira, par exemple, sur cette chose, on ne peut pas le faire. Par exemple, je ne peux pas faire une médiation entre des mineurs. Des gens qui ne sont pas majeurs, des gens qui n'ont pas la capacité, ne peuvent pas rester en justice, ne peuvent pas même agir dans la vie de tous les jours, à plus forte raison, agir devant, en médiation. Ça, ce n'est pas possible. Et puis, bon, il y a un certain nombre de lois aussi qu'il faut respecter.
qui constituent aussi des limites. Créé en 2019 à l'initiative des éditeurs Belbraille, Senghor Senki, avocate, médiateur professionnel, auteur et secrétaire général de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation. La Journée internationale de la médiation professionnelle a pour vocation de comprendre les phénomènes de société, de permettre l'expression des acteurs reconnus et d'offrir un espace de réflexion sur les relations humaines. En Côte d'Ivoire, il y a une centaine de médiateurs professionnels. Ils exercent au sein de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation. L'actualité dans l'est du pays, c'est ce soulagement pour les populations de Kwasi Datekro dans le département de Kounfao. Le centre de santé urbain vient de réceptionner une ambulance toute neuve, un don de la mutuelle de développement de la localité, un équipement vital qui met fin au calvaire des évacuations sanitaires difficiles. Cap sur le nord du pays, à présent dans la région de la Bagoué. La 3e édition du festival Perlala se tiendra du 5 au 7 février prochain à Kouto, placé sous le thème « Nos racines, nos ailes ». L'événement, qui se veut panafricain, a pour ambition d'utiliser la culture comme un puissant levier de cohésion sociale et de transmission des valeurs. Tous les détails de la programmation dans ce compte-rendu signé Grace Kou et Yafolo de Zahana. Dans ce traditionnel rythme du terroir, le Porlala s'impose au fil des années comme un rendez-vous culturel majeur dans le nord de la Côte d'Ivoire. Après 2 éditions, le festival s'apprête à écrire une 3e page de son histoire. Le Porlala Festival, qui se veut la biennale des arts et de la culture africaine en pays Sénoufo, vise à renforcer le rayonnement culturel de la région et mettre en lumière l'importance d'un dialogue interculturel ouvert sur le monde. Le festival a 6 ans et pour cette édition, on veut vraiment des innovations. Le thème central de l'édition cette année, l'édition 2006, c'est nos racines, nos ailes. Savoir d'où on vient pour mieux apprécier où on va. C'est un rendez-vous de brassage culturel, mais c'est aussi et surtout donner la possibilité aux populations qui sont sur place d'en bénéficier. Cette édition va se dérouler autour de 3 temps forts, dont des assises universitaires, un débat et le festival populaire avec des milliers de festivaliers. Depuis plus de 20 ans, je fais des recherches sur la culture Sénoufo. J'ai réussi à écrire un livre sur ça. Et donc, ce festival va me permettre justement, à mon niveau, d'enrichir aussi, parce que je vais aussi pour apprendre et puis aussi apporter aussi. C'est vraiment une belle opportunité. Le brassage culturel, c'est tellement important dans un monde d'aujourd'hui où il y a tellement de tensions entre les peuples. Une opportunité comme ça pour amener des gens ensemble, ça ne peut qu'être une bonne chose. Le festival Porlala signifie un pays sénoufo, le temps du poro et de l'épanouissement de la culture sénoufo. C'est un espace de transition, de valorisation et de préservation du patrimoine culturel sénoufo. Il entend perpétuer les traditions et les valeurs africaines de génération en génération. La communauté musulmane d'Atoban à l'honneur. La commune de Cocody s'est enrichie d'un nouveau joyau architectural et spirituel avec l'inauguration officielle de la grande mosquée du quartier. La cérémonie s'est déroulée samedi dernier en présence du guide suprême de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, un édifice qui vient couronner plusieurs années d'efforts et de mobilisation des fidèles. Retour sur ce grand moment de ferveur avec Théodore Zozo. La communauté musulmane de Cocody à Toban vient d'ouvrir les portes de sa nouvelle mosquée. Elle a été réalisée sur fonds propres à hauteur d'1 milliard de francs CFA et inaugurée par le cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM. Le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a saisi l'opportunité pour inviter les fidèles musulmans à s'investir davantage dans la réalisation des édifices religieux islamiques. Je voudrais saluer la communauté musulmane d'Atoban pour avoir appliqué la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et faire appel à tous les cadres, à tous ceux que Dieu a gratifiés de moyens à travers toute la Côte d'Ivoire et même au-delà, à s'investir et à investir dans le spirituel. Une tribune pour le comité d'organisation d'exprimer sa reconnaissance aux fidèles de la mosquée pour la mobilisation financière dont ils ont fait preuve. Ce jour est l'aboutissement d'un rêve. C'est l'aboutissement d'un espoir de toute une communauté. C'est le symbole de beaucoup de sacrifices.
chacun de nous tous, nous avons tous contribué. Chacun à son niveau et comme il le pouvait. Le conseil municipal de Cocody, avec à sa tête le député maire Jean-Marc Yassé, me demande de vous rassurer qu'il sera toujours aux côtés de la communauté musulmane. Ce chef-d'œuvre religieux, d'une capacité d'accueil de plus de 2000 fidèles, s'étend sur environ 2800 mètres carrés. Ce lieu de culte est doté d'un bâtiment principal R+2, d'un minaret de 15 mètres, de toilettes et d'un espace événementiel. Les projets d'infirmerie, de bibliothèque et d'école visant à renforcer la vocation sociale et éducative de la mosquée sont prévus. Religion toujours à Boaké, cette fois-ci dans le Boaké, le Conseil national Bilal des muezzins a fait sa sortie officielle. C'est un sujet de Laure Goretti. Il est commenté par Soro Corona. Le Conseil national Bilal des muezzins de Côte d'Ivoire, CNBMCI, section Boaké, lance officiellement ses activités à la Grande Mosquée de Boaké. À cette occasion, le bureau régional est présenté aux fidèles et aux autorités administratives et religieuses. Les responsables du Conseil ont également dévoilé les grandes orientations de l'exercice 2026. Parmi les priorités, la formation des muezzins, la valorisation de leur rôle au sein de la communauté musulmane et l'amélioration de leurs conditions de vie. Notre action pour 2026 va faire l'organisation d'un séminaire pour former les muezzins. À mon niveau, moi en tout cas, je vais toujours faire une sensibilisation pour travailler ensemble. Le muezzin, c'est celui qui appelle à la prière, c'est celui qui appelle au bonheur, c'est celui qui appelle à la fraternité, c'est celui qui appelle à la paix. Parce qu'au niveau du renforcement des capacités, il faudrait que l'appel parce que ce sont des messages qui sont véhiculés, il faudrait que ces messages-là soient bien perçus par les muezzins et bien propagés. Qu'il y a le mois béni du Ramadan qui arrive. Et donc il faudrait que les muezzins harmonisent leurs heures de rupture. Pour les muezzins, l'organisation pourra aider à mettre fin à la perception du muezzin comme une personne vivant uniquement des sacrifices. Nous attendons beaucoup de choses. Nous demandons aussi à Allah pour qu'Allah n'a qu'à mettre la baraka dedans. Est-ce qu'il y a des actions? Nos muezzins d'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup parmi eux qui ne travaillent pas. Parce que tu ne peux pas être muezzin dans une mosquée et avoir un autre travail. Ce n'est pas facile. Quand tu regardes les heures de la prière, parce que le muezzin, c'est le premier fidèle à la mosquée. La solidarité entre muezzins et le renforcement de leur organisation constitue également des axes majeurs du programme d'action. Cette sortie officielle saluée par le représentant de la CNBM nationale. Un motif de satisfaction. J'avais entendu, mais je suis venu, j'ai vu, il y a une différence. Je pourrais même dire au stade où nous sommes que c'est la meilleure des coordinations régionales. Cette vision du Conseil national Bilal des muezzins de Côte d'Ivoire vient renforcer la structuration et la reconnaissance de cette fonction essentielle dans la vie religieuse musulmane. L'actualité en bref à l'international maintenant. L'extradition de l'ex-chef de la junte Paul-Henri Damiba du Togo vers le Burkina Faso, la grève des enseignants au Gabon et l'entrée du Maroc au Conseil économique de Donald Trump aux États-Unis. Un tour d'horizon de l'actualité en images commenté par Walter Amadou Ouattara avec une sélection préparée par Nadège Kassi. Le gouvernement togolais a confirmé ce mardi l'extradition vers le Burkina Faso de l'ancien président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Renversé en 2022, il est accusé d'avoir été impliqué dans plusieurs tentatives de coup d'État. Paul-Henri Damiba avait pris le pouvoir en janvier 2022 à la suite d'un putsch contre le président élu Roch-Marc Christian Kaboré. Depuis début décembre, la grève des enseignants s'intensifie au Gabon. Malgré l'injonction du gouvernement à reprendre le travail le 19 janvier 2026, de nombreux établissements scolaires sont restés déserts. Alors que le bras de fer social se poursuit, la crise a pris une nouvelle tournure avec l'arrestation lundi et mardi matin de deux figures syndicales, Marcel Libama et Simon Ndong Edzo. Le roi Mohamed VI
a accepté l'invitation du président américain Donald Trump à rejoindre son conseil de paix en tant que membre fondateur. Les États candidats à un siège permanent devront contribuer à hauteur d'$1 milliard en espèces. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction de RTI 1. Excellente suite de programme et très belle nuit à tous et à toutes. Bonsoir.